Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne préférée PDCI TV pour ce nouveau notre émission Questions d'actualité. Je l'ai dit, Questions d'actualité est une tribune qui traite de tout ce qui concerne l'actualité dans notre pays avec des sachants. Celui qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation ce jour est un haut cadre dans le monde rural, un agropédologue, un chercheur, titulaire d'un doctorat PhD. Il est chercheur au Centre de recherche en écologie. Il a été directeur général des productions et de la sécurité alimentaire au ministère de l'Agriculture. Il a été conseiller technique chargé de la planification, de la programmation, de la prospective et du développement agricole auprès du ministre de l'Agriculture et du développement rural de Côte d'Ivoire. Au plan politique, il est membre du bureau politique du PDCI RDA, président de la commission technique chargée de l'agriculture et du monde rural. Il est secrétaire exécutif chargé du monde rural. Il est aussi membre du comité en tant que coordonnateur général délégué chargé du monde paysan et de la solidarité communautaire. Il est surtout député dans le Zanzan, Cocomian, Tankessé et Tienkwako, commune et sous-préfecture. Lui, c'est l'honorable Kwasi Bredoumi Soumaïla Traoré. Bonjour honorable. Bonjour madame. Merci d'accepter ce moment d'échange avec PDCI TV. Nous avons avec nous deux journalistes de la presse écrite. Pour le Nouveau Réveil, Jérôme Ndri. Bonjour Jérôme. Bonjour. Pour l'Inter, Vénance Sankar. Bonjour Vénance. Bonjour. Avec l'honorable, nous allons aborder trois thèmes. Le premier thème, le PDCI RDA évidemment et sa gestion. Le deuxième thème, toujours dans le domaine politique, nous allons parler du rapprochement entre le FPI et le PDCI RDA et surtout du retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Nous allons terminer par ce qui préoccupe les Ivoiriens aujourd'hui, les flambées des prix, le rationnement de l'électricité ou encore des délestage. Oui. Sans toute autre forme de transition, nous allons commencer par le premier thème. J'ai envie de vous poser la première question. Fraîchement nommé au sein du comité politique, en tant que coordonnateur général délégué chargé du monde paysan et de la solidarité communautaire, comment avez-vous accueilli cette nomination? Vous qui êtes aussi membre du secrétariat exécutif en charge du monde rural. Merci. Je pense que pour commencer, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité et aller directement sur la question. J'ai pris cette nomination le lundi au journal. Le matin, on m'a appelé très tôt pour dire que, écoutez, félicitations. Donc j'ai regardé la presse et j'étais membre du comité politique qui était un organe qui a été mis en place par le président Bédié conformément au statut et règlement intérieur du PDCI RDA et de la déclaration spéciale du 12e congrès. Donc, évidemment, tout naturellement, nous sommes sentis heureux et surtout reconnaissants envers le président Bédié qui a bien voulu me coopter pour le secrétaire exécutif et en même temps pour le comité politique. Oui, je voulais vous demander quel sens donnez-vous aux nouvelles décisions prises par le président par la création de nouvelles instances? Vous savez, un dirigeant, c'est d'abord quelqu'un qui donne une vision. Et il a toute une équipe pour mettre sa vision en œuvre. Et un parti politique a pour objectif de conquérir le pouvoir, de le gérer et le plus longtemps possible. Le PDCI RDA est dans l'opposition et doit s'adapter aux circonstances du moment. Et les statuts et règlements intérieurs du PDCI RDA donnent pouvoir au président, je crois que c'est l'article 39, de mettre en place tout comité ou toute commission ad hoc dont il pense pouvoir user pour la mise en œuvre des objectifs du PDCI. Donc, c'est dans le cadre que le président a mis en place. Et donc, je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires à donner dessus. C'est le contenu et les actions sur le terrain qui vont justifier justement de la pertinence de cette mise en place. On parle plutôt du comité politique, mais n'oublions pas qu'il y a deux autres comités qui ont été mis en place, dont on n'en parle pas souvent, le comité des ressources et le comité des élections. Pensez-vous qu'il était en ce moment opportun pour le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, de procéder à cette initiative qui vise à créer de nouvelles instances? Pensez-vous que c'était le moment? Ah oui, moi je pense même qu'il faut aller plus loin en disant que tous ceux qui pensent ou qui seraient contre le comité politique sont contre Bédié. Parce que quand on regarde l'évolution des derniers événements, depuis la crise post-électorale, et même les batailles qu'il y a eu au sein de notre parti,
Et depuis qu'on a mis le comité politique en place, vous savez que l'atmosphère a changé de camp. On parle même plutôt des 3 comités et l'atmosphère des batailles a changé. Un homme politique, un visionnaire, c'est un stratège. Et la stratégie du président Bédié de repartir son pouvoir, parce que c'est ça. Un pouvoir, ça se partage, mais la responsabilité ne se partage pas. Donc le président partage son pouvoir pour que les uns et les autres puissent pouvoir user de ce pouvoir pour faire avancer. Et il a même dit dans son discours d'ouverture de son 15e anniversaire qu'il voudrait que les forces nouvelles, les nouvelles forces intellectuelles puissent être mises à contribution pour gérer le parti. Et dans ces 2 instances, ces 3 instances, les femmes, les jeunes ont fait largement leur grande entrée, même dans le secrétariat exécutif. Donc c'est une vision, c'est une stratégie d'intégration, d'utilisation des forces pour pouvoir amener le PDCI à conquérir le pouvoir aux prochaines élections présidentielles. Vous parlez de stratégie, mais pourtant certains voix s'élèvent pour dire que la mise en place du comité politique vient dépouiller un peu le secrétariat exécutif, disons le secrétaire exécutif en chef. Vous qui êtes à cheval sur ces deux, on va dire Ces 2 instances. Ces 2 instances, que répondez-vous à ces personnes? Mais ils ne connaissent pas les thèses du PDCI-RDA. Les thèses du PDCI-RDA au 12e congrès ont mis en place, en lieu et place du secrétariat général, un secrétariat exécutif. Et le secrétariat exécutif est un bras de mise en œuvre des instructions et des activités du PDCI. Ce n'est pas un comité, ce n'est pas un comité, ce n'est pas un comité exécutif qu'on a connu sous le feu avec les 9 membres. C'est un secrétariat exécutif. En l'absence du comité politique, certaines prérogatives du président étaient gérées au niveau de là-bas, de manière par le fait. Aujourd'hui, le président a créé le comité politique avec des attributions claires et une feuille de route claire. Et le président donc délègue certains de ses pouvoirs au comité politique, qui a un rôle, l'analyse, la stratégie, la programmation et le suivi. Le secrétaire exécutif doit donc jouer son rôle premier, qui est la mise en œuvre, c'est-à-dire un secrétariat d'exécution. Est-ce que le comité politique est au-dessus du secrétariat exécutif? Ce n'est pas une question de dessus ou non. C'est une question de savoir, dans un fleuve, il y a l'amont et l'aval. Et celui qui pilote, c'est le président Bédié. Et lui, il range les gens en fonction de ce qu'il attend comme objectif. Dans une équipe de football, l'entraîneur classe les joueurs selon leurs capacités. Aujourd'hui, peut-être même que le secrétaire exécutif en chef aurait pu être président du comité de politique, peut-être. Personne n'aurait crié au scandale. Après avoir géré le secrétaire exécutif pendant un bon moment, on peut dire que vous connaissez bien la gestion, la mise en œuvre. Peut-être que vous aurez pu être à la conception. Qu'aurez-vous dit? Donc c'est le président qui est l'entraîneur, qui sait aujourd'hui. Vous m'avez posé la question. Je me lève un matin, le président, je suis membre du secrétaire exécutif, etc. Est-ce que je suis allé demander au président pourquoi vous m'avez mis là? Il dit, je vous utilise pour atteindre les objectifs. Aujourd'hui, on utilise Dikayue, on utilise Ala, on utilise Eouma, on utilise Yemke pour coordonner un certain nombre de personnalités et de personnes techniques pour aller là-bas. J'ai la chance de connaître ces cadres-là. Je connais le secrétaire exécutif à la Cité Suzefia quand on était à la fac. Je connais Ala Rémi depuis Boaké, il était d'abord à Béoumi. Je connais Yemke, on a travaillé ensemble. Et je connais au moins un jeune frère. Donc je sais que chacun d'eux est à sa place aujourd'hui, à mon avis, pour travailler. Mais il n'y aura pas de chevauchement. Il y a la synergie. Pas de Un PDCI fort et conquérant. avec pour objectif de conquérir le pouvoir. Parce que ça, c'est obligatoire. Vous y croyez? Ah, absolument, sinon ce n'est pas la peine de militer. Aujourd'hui, le PDCI-RDA est le parti réclamé par tout le monde. On a connu, la jeune génération ne connaît pas trop le PDCI-RDA, parce qu'il y a 20 ans. Mais ils ont connu les 2 pouvoirs. Et aujourd'hui, ils savent ce que le PDCI a réalisé. Donc, ils se disent, quand on était au PDCI, nos parents nous disaient, il y avait la paix, il y avait la tranquillité, il y avait moins de pauvreté. On était à moins de 12% du taux de pauvreté sous le PDCI au feu. Avec Bédié, on est passé de 25 à 16% du taux de pauvreté. Aujourd'hui, on n'a aucun chiffre qui nous dit que le taux de pauvreté est en dessous de 47%. On n'a aucun chiffre, sauf le chiffre de l'État. Dans aucune statistique de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la FAO, on ne verra que la pauvreté est en dessous de 47%. Qu'est-ce que le PDCI peut proposer de nouveau aux Ivoiriens? Le PDCI propose la paix. Le PDCI propose la réduction de la pauvreté. Le PDCI propose l'équilibre régional. Et le PDCI propose le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. On passe au deuxième point. Nous allons parler du rapprochement FPI-PDCI.
PDCI RDA. Ok. Quelle est votre analyse? L'analyse, c'est que la constitution de notre pays proclame qu'aucune personne, aucun Ivoirien ne peut être obligé à vivre en exil. Donc, le président Bédié, qui est un homme de principe de loi, a donc pensé que les Ivoiriens qui vivent à l'étranger doivent rentrer. Et le premier, c'est le président Laurent Gbagbo. Après avoir été lui aussi chef de l'État, il sait que être un ancien chef d'État et vivre en exil, c'est une honte pour notre pays. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, nous sommes tous dans l'opposition et la Côte d'Ivoire, on se rend compte aujourd'hui que nous avons un déni de démocratie, une insécurité galopante, des menaces sur la liberté publique et la pauvreté grandissante, l'inéquité dans la distribution des ressources. Alors, tous ceux qui croient en la liberté, à la démocratie, à la répartition équitable, je n'ai pas dit égalitaire, à la promotion des valeurs, de l'intégrité, du progrès, de l'efficacité, doivent se mettre ensemble. D'où notre union avec Gbagbo. Pour vous prendre au mot, d'où votre union avec Laurent Gbagbo, actuellement acquitté par la Cour pénale internationale qui décide de rentrer. Est-ce que vous pensez que c'est le moment opportun pour que Laurent Gbagbo puisse faire son retour sur les bords de la lagune Boye? Il n'y a pas un moment opportun pour un Ivoirien d'être chez lui. L'Ivoirien doit être chez lui à tout moment. Il n'y a pas de moment opportun. Ce mot ne convient même pas en politique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un moment opportun pour que vous allez dans votre village? Le parti au pouvoir, le RHDP, dit craindre des risques de troubles à l'ordre public si le président Laurent Gbagbo revenait en Côte d'Ivoire ici. Quelle est donc l'analyse que vous faites de... Monsieur, pour ajouter, il y a des victimes là, qui donnent de la voix déjà pour dire que le retour de Laurent Gbagbo va créer plus de... Puisque les plaies sont encore fraîches, et s'il revient à ce moment précis, ça pourrait créer d'autres problèmes encore. J'ai dit la Constitution interdit qu'un Ivoirien vive en exil. La Constitution, c'est la loi au-dessus. Ça, c'est de deux, le président Bédié a fait l'exil. Il est revenu, il est là. Alassane lui-même, il a été contraint à un moment donné d'être à l'extérieur. Il est venu là. Pourquoi Laurent Gbagbo, lui, créerait un problème particulier? Pourquoi? Il faut respecter les règles. Et si un pouvoir n'est pas capable, parce qu'un Ivoirien rentre dans son pays, de gérer la stabilité, c'est un pouvoir qui doit se démettre de lui-même. L'objectif, le premier, c'est de gérer la tranquillité, la protection des Ivoiriens, la protection des choses. Pourquoi un individu qui n'est pas armé arrive dans un pays crée de troupes? Donc pour vous, c'est le pouvoir qui doit organiser tout ce retour de Le pouvoir a pour premier objectif d'assurer la sécurité et la protection de nos frontières. C'est le premier devoir. Et on prête serment sur la Constitution par cela. Pourquoi un individu non armé qui arrive dans un pays, lui va créer des troubles? Pensez-vous que le retour de Laurent Gbagbo va favoriser la réconciliation? Absolument. C'est la raison pour laquelle nous, PDCI, on lutte pour ça. Parce qu'on dit, vous ne savez pas ce qui va arriver, vous arrivez demain. La retour. Le principe que les Ivoiriens doivent vivre chez eux, ce principe-là doit être valable pour tout le monde. Demain, la retour. Certains d'entre eux seront en exil. Pour revenir sur ce que mon confrère disait tout à l'heure, il y a des victimes qui manifestent pour protester contre le retour de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous direz à ces victimes-là? Puisque ces personnes disent que lorsque Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, elles ne se sentent pas vraiment à l'aise, elles ont peur de ce sentiment-là. Qu'est-ce que vous leur dites? La justice a-t-elle prouvé que c'est Gbagbo qui est l'auteur? Est-ce que la justice... Justement, c'était la raison pour laquelle il est parti au tribunal pénal international. Une justice internationale, c'est nous-mêmes de manière volontaire qu'on a envoyé. Et la justice internationale vient de prouver qu'il n'est pas coupable. Que la justice interne démontre aussi qu'il est coupable ou non. Aucune justice n'a encore tranché, on dit c'est lui. Moi-même, j'ai été victime de cela. Vous savez, les dernières élections, on m'a interrogé à la police pour dire que j'étais responsable de tout ce qui s'est passé dans le Zanzan. Mais il n'y a pas de preuve. C'est trop facile d'accuser quelqu'un. Moi, je pense que faisons confiance à la justice. Si on tranche demain qu'il est coupable, à ce moment-là, on pourra parler, mais pour le moment, il est présumé être innocent. Est-ce qu'il y a une volonté, pensez-vous qu'il y a une volonté du gouvernement de ne pas favoriser le retour de Laurent Gbagbo quand on voit, par exemple, des moments de mobilisation qui sont interdits, des actions de mobilisation qui sont interdites par le pouvoir? Est-ce qu'il y a une volonté manifeste selon vous? Non, moi, je n'aime pas de préjugés. Pour le moment, je suppose que le gouvernement est de bonne foi. Pour le moment. Maintenant, en ce qui concerne les interdictions, c'est justement manque de liberté et de démocratie. Le PDCI-RDA va-t-il se joindre au FPI pour cet accueil populaire qu'ils souhaitent réserver à leur leader politique? Mais on a formé un comité national dont le PDCI est partie prenante, mon parti est déjà engagé.
Donc ce n'est pas une question de séjour, c'est des actes qui sont posés. Et le PDCI est prêt pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Et le président en tant que fils de Côte d'Ivoire, ivoirien, de bon teint, et on a le droit de l'accueillir. Oui. Et surtout, même quand vous avez un problème avec un membre de la famille, quand il y a une séparation de longue durée, vous avez une nostalgie, vous allez le voir. Et cette séparation-là doit effacer même les querelles que vous aviez eues entre vous en temps. Vivez ça dans votre propre famille, vous verrez bien. Pour faire une digression, vous parliez tout à l'heure du Zanzan et vous dites qu'avoir été à un moment donné interpellé par la police. On va ouvrir juste une petite lucarne pour que vous puissiez nous donner un peu le secret de votre victoire aux élections législatives. Quand on sait que c'est Adjumani qui a la même mise sur Sébastien. Non, il n'a pas la même mise. Moi, je sais que je suis du département de Kounfao et personne n'a la même mise dessus. C'est nos parents qui ont la même mise de qui ils choisissent. Et moi, je pense que je leur ai dit que j'allais les battre. J'allais les battre. Comment est-ce que vous êtes? Mais parce que les parents me préfèrent mieux que quiconque. Parce que j'ai posé des actes. Depuis que vous avez eu ma carrière politique et professionnelle. C'est ça aussi. Être élu dans une zone, le parti compte, mais la personnalité et les actions de la personne aussi comptent. Et c'est les deux combinés qui font de voir un élu. Et j'ai été élu contre 8 autres candidats, donc EDS, donc RHDP, donc FPI version AFI, et puis d'autres. Et puis même d'un candidat indépendant JPDCI. Cela sous-attend que le Zanzan est encore le bastion du PDCI? Non, pas le Zanzan. Le département du Kounfao. Mais je pense qu'il y a deux. C'est parce qu'on a eu des discordances de positionnement. On a eu trop de candidats indépendants. Je pense que à suivre on peut le prendre. Tendant, on peut le prendre. Kwasi Datekourou, c'est l'endroit le plus PDCI du Zanzan. Donc, on aurait pu gagner 4 postes comme ça. Ok, on retient que M. Bredoumi Soumaïla est le choix du peuple, voilà. Le choix de la population de Kounfao. Absolument. M. Bredoumi, en votre qualité de secrétaire exécutif chargé du monde rural, nous terminons avec le dernier point qui est la cherté de la vie. Absolument. En tant que secrétaire exécutif en charge du monde rural, quel est l'état des lieux? L'état des lieux aujourd'hui, c'est que les paysans souffrent. Aucun produit agricole n'a acheté au prix fixé par l'État. Pour ne même pas dire que le prix, aucun produit agricole. Même quand c'est réglementé, au niveau du paysan, il y a des intermédiaires qui jouent et qui font qu'on est mal payé. Quand il y a eu en octobre le prix 1000 francs de cacao, j'avais fait sortir un article dans des journaux que vous connaissez. J'ai dit que c'était un prix de campagne et que personne ne pourra appliquer cela. Vous avez vu les réalités. Les paysans, on les a achetés entre 750 et 800 francs. J'ai parlé de l'anacarde. Est-ce que j'ai eu tort? Pareil. Aujourd'hui, on paye, le prix c'est 305 francs l'anacarde. Mais vous allez voir sur le terrain. Vous allez dans le milieu rural. Bon, je ne parle pas de délestage qui est arrivé. Encore des routes, encore des problèmes de santé. La pauvreté est importante en milieu rural. Vous savez pourquoi le PDCI reste un parti fort? Parce que le PDCI a été toujours dirigé par des gens qui connaissent le milieu rural depuis Oufoué jusqu'à maintenant. Et la Côte d'Ivoire, qui est un pays agricole, et donc la plupart des gens vivent du secteur agricole, les gens sont rattachés à tout ce qui est progrès dans le secteur agricole. Nous avons signé des engagements à Maputo pour dire que nous allons investir 10% de notre budget. Nous avons atteint guère 2% du budget depuis le départ du PDCI. Pour le PDCI existe 25% sous Oufoué. On était à 16% de notre budget. Aujourd'hui, on n'atteint même pas 3% du budget dans le secteur agricole. Et ça, ce n'est pas possible. Le secteur le plus important. Donc aujourd'hui, on a une paupérisation de la population rurale. Et quand je parle de population rurale, ce n'est pas seulement ceux qui vivent dans les villages. Ce sont les enfants des ruraux qui sont déplacés aussi dans les villes, qui sont des enclaves ruraux dans les milieux urbains. Et aujourd'hui, l'école, conséquemment, l'école a des problèmes, la santé a des problèmes, les routes ont des problèmes, et tout le monde a des problèmes. Quand vous êtes un cadre, vous êtes obligé d'intervenir dans votre village pour 10 ou 15 personnes, et vous vous appauvrissez. Donc, c'est un diagnostic dramatique et incompréhensible. Donc, moi, qui tenez-vous pour responsable de ce diagnostic-là? Ce n'est pas moi qui suis le président de la République. Un gouvernement, il est fait pour servir le peuple. Quand le peuple n'est pas satisfait, c'est le gouvernement qui a échoué. Donc le gouvernement, selon le tableau que vous avez dépeint tout à l'heure, le gouvernement a coupé un peu du monde rural. Non seulement il est coupé aujourd'hui, mais je vais vous faire revivre l'image d'un grand rassemblement pendant la campagne électorale à Abobo, où le président actuel était là-bas. Vous voulez assez d'électricité? Votez-moi. Vous voulez encore de l'eau? Votez-moi. Aujourd'hui, on est à quel niveau? On n'a pas d'électricité. Une réussite ou un échec? Du moins, aujourd'hui, on est en train de parler. Donc, pour moi, je pense que les Ivoiriens même tirent les leçons de 10 ans après. Donnez-moi 5 ans. Je vous donne tout. Nous sommes à 10 ans après. Mais succinctement, qu'est-ce que vous proposez au monde? Nous, au PDCI RDA, nous avons
deux axes principaux, l'école et le monde rural. Il n'y a de ressources que d'hommes. Le PDCI a formé des hommes. Moi qui suis là, mon père n'a ni allé à l'école, ma maman ni allé à l'école. Je suis sorti de là-bas, vous avez mon CV, grâce à la politique du PDCI RDA. Et c'est cela que nous allons faire, former les hommes, leur donner l'opportunité de s'exprimer. Deuxièmement, nous avons des ressources incomparables. Les ressources en eau, les ressources agricoles, les ressources minières, les ressources pétrolières, les ressources humaines combinées. Il faut pouvoir que chacun se sente concerné et que chacun ait le minimum, une répartition équitable selon les moyens, selon votre capacité. Cela va permettre à l'Ivoirien de se sentir à l'aise. Le dernier volet qui est important, c'est la cohésion et la paix sociale, qui était le credo du président Félix Houphouët. Si vous avez ces trois-là, vous allez faire quoi à l'extérieur? Mais que dites-vous de ces investissements qui sont faits, qui chaque jour le gouvernement fait la pub autour de nombreux investissements qui sont faits dans le domaine agricole? Donnez-moi un. Le domaine de l'électricité. Donnez-moi un exemple. Comme cite-moi un seul, puis on va en débattre. Puisqu'il y en a beaucoup, donnez-moi un pour lequel on va parler. Il parle par exemple au niveau de l'électricité, il y a des barrages qui ont été construites. Mais le résultat, c'est lequel? Cela nous permet évidemment d'embrayer ce point. Voilà maintenant bientôt 2 mois que les Ivoiriens sont confrontés à ce problème de griffe dit par le gouvernement, le problème de rationnement de l'électricité. Quel est donc l'état des lieux? Quelle est la situation selon vous et quelle est donc l'analyse que vous faites de cette situation que vivent les populations ivoiriennes depuis cette période? Le rationnement ou de l'instant où les Ivoiriens vivent des coupures. Et nous, PDCI RDA, le groupe parlementaire dont je fais partie, nous avons mis un groupe en place. Hier même encore, il y avait une visite. Et nous constatons que plutôt que d'un problème conjoncturel, c'est un problème structurel des fonds. L'électricité, comme dans tout secteur, il faut investir pour s'adapter à la demande. Nous avions des sources hydrauliques et le gaz, Agito 1, Agito 2, Cyprel, ce sont des investissements qui ont été mis en place sous le régime PDCI-RDA pour satisfaire à nos besoins et en même temps explorer d'autres comme les énergies nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes incapables, à moins d'intempéries, de pouvoir faire face. C'est que nous travaillons sur ce qu'on appelle un flux tendu, que ce soit l'eau. Donc, il y a un problème. Un gouvernement, c'est ce qu'il se sait prévoir. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent quoi? Ils vivent des coupures. Et vous avez même où on parle, il y a des coupures. Et s'il y a des coupures, il va y avoir des problèmes de danger. Il faut que tout le monde se mette au moteur. Imaginez dans les hôpitaux, dans le milieu rural, les conservations des vaccins qui sont dans le milieu rural, qui vont être périmés, qui vont peut-être être utilisés. Il faut voir dans les industries qui sont obligées de créer autre chose, qui vont peut-être à un moment donné, si ça continue, ne pas pouvoir faire des investissements adaptés et qui vont pouvoir embaucher des jeunes qui sortent de l'école. Il va pouvoir avoir les grandes entreprises de sidérurgie, il y en a, comment le faire. Vous allez partir dans les salles de classe, vous allez partir dans les universités, vous allez pouvoir faire des laboratoires. Donc, chaque secteur est impacté. Donc, ça va donc réduire la croissance. Au niveau du gouvernement, on dit souvent que c'est parce que durant près de 2 décennies, il n'y a pas eu d'investissement que ces problèmes ont juste... Mais les 2 décennies, mais justement, vous donnez raison au PDCI-RDA, qui n'est pas au pouvoir depuis 2 décennies, rien n'a été fait. Si le gouvernement dit ça, ça va être 2 décennies, ça va être 1 décennie au moins, plus 1 décennie de Gbagbo. Disons comme ça, pour être clair. Mais c'est parce qu'ils ont dit qu'ils feraient mieux que Gbagbo qu'ils sont venus. Donc ils feraient mieux que PDCI. Mais le résultat auquel c'est lequel? Moi je juge au résultat. Ce n'est pas une question de personne. Il y a des hommes compétents au RHDP, il y a des hommes compétents au FPI, il y a des hommes compétents au PDCI. Mais c'est la vision et la mise ensemble des compétences dirigées par quelqu'un comme Henri Konan Bédié et Félix Houphouët qui sait composer une équipe pour avoir les meilleurs joueurs du monde. Si vous ne savez pas mettre ça en orchestre, vous allez vous faire battre. Et c'est cette orchestration des hommes, des ressources et de cette vision qui fait le développement, qui est unique au PDCI-RDA. Donc, parce que la solution, c'est... C'est le PDCI-RDA. Pourtant, l'autre, c'est la solution. Ah, nous, on n'est pas dit, on a la solution, on dit la solution de la crise actuelle et du développement de la Côte d'Ivoire, de la stabilité, de la cohésion sociale, de l'utilisation rationnelle et équitable des ressources, du partage équitable des ressources et de la démocratie, de la paix. Il n'y a pas autre parti politique en Côte d'Ivoire que le PDCI-RDA créé par Félix Houphouët. La vraie solution, vous le dites. Oui. Oui, honorable, on va revenir encore sur l'état des lieux. Il y a aussi le problème de la santé. La santé, la vie chère. Oui, la santé, la vie chère. Et même encore l'école. L'école, moi je pense que même, moi je connais bien un peu quand même la ministre qui est en là. Je pense qu'elle est plus adaptée à ce poste que
ce qu'on a connu, à mon avis. Elle jouit d'une présomption positive. Et moi, j'ai cette présomption-là aussi. Mais l'école, c'est dans les abysses. L'école ivoirienne, vous connaissez, on l'a classée avant-dernière en Afrique. Ça veut dire qu'on est pratiquement dernier dans le monde. Donc, l'école telle que nous, on l'a connue, telle que le PDCI l'a façonnée, cette école n'existe plus. On paye pour le CAFOP, on paye pour tout, on dépense de l'argent, les résultats, c'est nul. Moi, j'enseigne à l'université, je donne des cours. Et quand je prends les feuilles des étudiants, quelquefois, je me demande s'il faut corriger l'orthographe et la grammaire, ou bien corriger l'objet des sciences du sol pour lesquelles le contenu. Donc, c'est honteux. C'est honteux pour des gens qui sont nés. Moi, quand j'étais né, je ne parlais ni français, je parlais laïque, qui est la langue locale. Et je suis allé aux États-Unis d'Amérique pour faire un 3e cycle. Quand je suis arrivé là-bas, on ne m'a pas posé de prérequis. Je suis allé apprendre en Angleterre pour faire un doctorat d'État. On ne m'a pas posé de prérequis. Parce que l'école ivoirienne était une référence. Et je suis sorti des pères et des mères qui n'ont jamais mis pied à l'école. Aujourd'hui, si c'était autant, en autre temps, moi, je ne serais pas où je suis. Donc, il faut donner la chance aux intelligences. Et le président Houphouët-Boigny et le PDCI ont organisé l'enseignement qui fait que tout enfant qui est né a les mêmes chances de reçu que l'enfant du ministre. Aujourd'hui, c'est une ségrégation qui se fait à ce niveau-là. Et les ségrégés, qui sont les Ivoiriens qui n'ont pas les moyens, sont les plus nombreux. Et donc, demain, si on ne fait pas attention, on va avoir un apartheid des intellos venus parce qu'ils ont eu les papas bien et des autres qui n'ont pas eu les moyens d'aller à l'extérieur. Et ça, le PDCI n'accepte pas cela. Et nous avons un programme d'éducation à ce niveau-là. Nous sommes quand même prêts si les gens nous écoutent, mais comme les gens se croient comme tellement intelligents qu'ils ne peuvent écouter les autres, le résultat c'est que dans chaque domaine, la culture, vous avez le PDCI a des solutions. Il y a eu 26 centres communautaires qui ont été créés dans Abidjan depuis que la Côte d'Ivoire, les centres communautaires, 24 ont été mis en place par le PDCI-RDA et 2 par le FPI. Depuis, on n'en a pas encore vu dans Abidjan. Pour rapprocher le centre de santé. N'est-ce que cet exemple-là? Et même pour les équiper aussi, c'est pour les équiper, on les a équipés. Donc, concrètement, honorable, vous voulez dire que tout ce coup de pub qui est fait sur les investissements, on a connu des infrastructures. La santé, donc tout cela vous êtes Ivoirien, vous vivez en Côte d'Ivoire. On a eu le 3e pont, on va avoir le 4e pont, on va avoir certains ponts. Mais quand vous avez construit un pont, il faut le valoriser. Par l'agriculture, par le circuit, par l'utilisation. Mais si vous avez un pont qui n'est pas utilisé, dont les produits agricoles ne peuvent pas passer là parce que vous avez fait le pont comme ça, tout est fait à Abidjan. Abidjan, c'est le pied géant, d'accord. Mais il y a aussi le fait aussi que le coup d'État de 99 nous a fait reculer 30 ans. Les infrastructures, on devait créer pendant tout ce temps-là, on ne les a pas créées. Donc vous créez un pont alors qu'il en fallait 5 maintenant. Voyez-vous? Donc un coup d'État, quand on le fait de manière, quand le président Bédier dit que c'est un coup d'État stupide, ça sent le sens. Ce n'est pas sa personne qui est partie qui fait le problème, c'est pour le pays. Et donc moi je vous dis que nous avons pris du retard et les infrastructures, il faut savoir les mettre où ça réduit la pauvreté. Que répondez-vous à ceux qui pensent que ce qui a été fait durant ces 15 ans dépasse ce qui a été déjà fait par le PDCI durant les 40 ans? Souvent, mais est-ce qu'ils peuvent le répéter? Ils l'ont dit une fois, mais ils ne le répètent plus. Ah bon? Ah mais moi je ne l'ai plus entendu. Je l'ai entendu une fois, je ne l'ai plus entendu. Parce que moi, Bredumi qui suis là, je suis le produit du PDCI-RDA. Est-ce qu'ils ont fait plus que moi? On est nombreux comme ça. Dikayu est un produit du PDCI-RDA. Eux-mêmes sont les plus produits du PDCI. Ils n'ont qu'à nous dire ce qu'ils ont fait. Le résultat des hommes qui fabriquent, c'est des hommes médiocres. Ça, c'est ça, peut-être que ça, ils ont fait plus que 50 ans, je suis d'accord. La médiocrité dans l'école est atteint un niveau que jamais dans 50 ans on a pu recevoir. Ça, d'accord. Si c'est ça, je suis d'accord avec eux. Mais pas dans les investissements. Les investissements, est-ce qu'ils ont cumulé les investissements? Vous savez, un investissement, ce n'est pas le montant actuel, il faut l'actualiser. Moi, je ne suis pas spécialiste des problèmes d'investissement. Mais les investissements qui sont effectués aujourd'hui, là, il faut d'abord les évaluer. Il faut d'abord l'efficacité de la dépense et même peut-être, vous savez que quand j'ai revu la revue des dépenses publiques, on a atteint un taux de passation des marchés gré à gré que sur le PDCI, on n'a pas eu. Ce n'est pas un bon indice de gouvernance. N'est-ce pas? On a eu le PPU. On n'a jamais évalué. Donc, il ne faut pas qu'on se gargarise. On n'a qu'à écouter les Ivoiriens. Gargariser, ce n'est pas ça que les Ivoiriens ont besoin. Ils ont besoin de manger à leur faim. Aujourd'hui, dans le vivrier, dans le secteur de l'agriculture, c'est vrai qu'on dit qu'on a fait des réformes. Moi-même, j'ai fait près de 8 ans comme directeur général de l'agriculture.
Je sais ce qui a été fait. Mais c'est du retard qu'on n'a pas rattrapé. Aujourd'hui, les filières, 3 grandes filières qu'on a mises en place, les organes. Mais tous les jours que vous faites, vous les journalistes, vous parlez de ça. Tous les jours, ce n'est pas moi qui parle, c'est vous les journalistes, nous on vous lit. On connaît, mais on regarde là. On a fait en 2016, vous savez, la crise du cacao, ça nous a fait perdre près de 500 milliards. Dans le secteur de l'anacarde, on ne peut même pas transformer 10% de nos produits, alors qu'on est le premier producteur mondial. Est-ce que ce retard, on pourra rattraper ce retard causé par le coup d'État dont vous évoquez tout à l'heure? Non, on peut le rattraper, on le fait dans le temps. Nous sommes une génération de transition. Mais les jeunes qu'on doit former, c'est ça qui est le problème. Si on a des ressources humaines compétentes, alors que les ressources naturelles sont là, le président Houphouët-Boigny l'a dit une fois, ceux-là vont pouvoir mettre ces ressources-là, vont les transformer. Et demain, la Côte d'Ivoire sera un pays florissant. Surtout avec l'augmentation du carburant qui est passé inaperçu. Il y a le carburant qui a augmenté. Aujourd'hui, il y a sur le marché, la viande a augmenté, l'aubergine a augmenté. Il n'y a même pas de piment. En termes d'exemple, pour le prix du kilo de viande qui était par le passé à 2700, au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons à 3000 voire 3500 francs dans certains marchés. Quel est donc le véritable problème? Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Mais je vous ai dit que le secteur agricole n'intéresse pas les gens. Je vous ai dit pendant les années, regardez bien. Vous avez vu Bédi au champ, vous avez vu Oufo au champ. Parmi ceux-là, les grands dirigeants, là, ils sont quoi? Ils sont des métayers, ils ont peut-être des champs, mais ils ne vont pas là-bas. Bon, il n'y a que le ministre de l'Agriculture actuel quand même, je sais qu'il a des champs. Mais le problème, c'est l'intérêt qu'on donne. On a eu, quand j'étais DG, l'ancien ministre avait fait ce qu'on appelle une loi d'orientation agricole en 2016. Peut-être que vous n'en savez pas, vous n'avez pas. C'est une loi d'orientation agricole. Aucun décret ni arrêté depuis 2016 n'a été mis en place. La Côte d'Ivoire travaille en pluvial. Sous Bédier, il y a eu le code de l'eau en 1998. Depuis le départ de Bédier, aucun acte, aucun décret n'a été pris sur ça. Le foncier, la loi sur le foncier, depuis on n'arrive pas à bien maîtriser. Donc, il y a des fondamentaux que PDCI a mis en place, que les gens sont venus, ils ont fait autre chose. Non, ça n'a pas été suivi. Deuxièmement, il y a eu des lois, il y a eu des tests. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on investit peu dans le secteur agricole. Quand on investit peu, les paysans se retrouvent à vivre au fil de la pluie. Donc, les produits sont devenus trop saisonniers. Deuxièmement, la conservation. Quand on vous apprenez la banane, allez-y mercredi ou jeudi ou dimanche au marché d'Agamé. Vous allez voir que la banane, quand elle vient, ça vient, et une bonne partie est perdue. Quand vous avez pris la banane en milieu rural, en général, en milieu rural, les prix ne varient pas beaucoup, sur au bord champ. Oui. C'est tout ce qui est transaction qui vient. Et nous avons demandé que l'OCPV soit restructuré pour s'adapter. Je ne sais pas si c'est encore fait. L'OCPV, l'Office de commercialisation des produits vivriers, qui dépendait à un moment de l'agriculture, qui est parti au ministère du Commerce. La transformation des produits. Prenez le manioc. Il y a la croissance de la population. Avant, quand vous quittez Abidjan, Dabou, il y avait plein de manioc. Abidjan, Bassam, tout ça, cette zone est urbanisée. Donc, la zone s'excentre. Le manioc est fait de manière manuelle, ce n'est pas mécanisé. Et aujourd'hui, quand la saison sèche arrive, la récolte est difficile et on est en compétition en termes de main-d'œuvre avec ceux qui vont dans l'anacarde, dans l'EVA, etc. Oui. Donc, et puis, moi je vais vous dire un chiffre. Dans Abidjan, quand j'étais DG, il y a eu la crise de 2016, j'étais encore DG de manioc. J'ai fait une enquête de statistiques, il y a plus de 4000 garbadromes dans Abidjan. Je n'ai pas fini. Et ces 4000 garbadromes là, il n'y avait qu'un ou deux Ivoiriens qui étaient patrons dedans. Et un garbadrome, ça pèse 3 ou 4 personnes. Et c'est une recette mensuelle dans 65 000 et 120 000 francs. C'est beaucoup de... Quand même, c'est pas mauvais. Mais oui. Mais cela, quelle est la politique qui accompagne cela? Et aujourd'hui, on veut même me dire qu'on va prendre le manioc frais pour aller transformer ça dans un pays en environnement. Oui. C'est pas normal. Donc, voyez-vous, il n'y a pas une politique qui accompagne ça. La loi d'orientation n'est pas mise en œuvre. Pour vous, il faut une politique d'industrialisation? Une politique de transformation des produits, une politique d'encadrement. On avait recensé 30 filières pour lesquelles on doit mettre, selon la loi de 2011, mise en place, l'ordonnance par Alassane Ouattara, pour mettre des filières agricoles, pour lesquelles on doit avoir des organisations interprofessionnelles. Il y a environ 5. Et certains secteurs ont des monopoles et des cartels qui font qu'aujourd'hui, quand vous avez la banane, vous ne pouvez pas aller vendre facilement. C'est par exemple pour le charbon, pour le bois, pour le manioc, etc. Donc cette cartélisation de ces gens qui ont ça, même pour la viande. Vous savez que quand vous allez à l'abattoir,
Il y a des taxes qui ne vont pas à l'État, qui sont réservées à certaines personnes, qui sont imputées au prix final. Donc il y a tout ce texte qu'il faut dépouiller, qu'il faut organiser. Mais est-ce que tout cela échappe quand même au ministère? Toutes ces transactions, est-ce que ça échappe au ministère? Je n'ai jamais été ministre, mais je sais que quand j'étais directeur général, nous avions proposé des orientations et des actions pour le ministre. Mais je vous ai dit que quand j'étais directeur, jusqu'à ce que je quitte en 2018, l'État ivoirien n'avait pas, quand même sous Soro Guillaume, il y avait eu à peu près 4% d'investissement, 2 à 4%. Mais l'investissement du budget dans le secteur agricole n'a jamais dépassé 2%. Comment vous expliquez cela? C'est une volonté politique, ça n'intéresse pas l'agriculture. Ce qui n'intéresse pas si vous faites des immeubles, 21 étages, 40 étages, c'est visible. Mais et puis l'investissement dans le secteur agricole est un investissement diffus, qui n'est pas visible. Or, les gens préfèrent le tape à l'œil, ou le tape à pour conséquence, vivre difficilement. Et c'est ça. Mais on a même créé un ministère de l'agriculture, tout ça. Mais quand tu es un ministère, d'abord on est passé du programme national riz à l'ONDR et puis à l'ADRI. Tu es un ministre de l'agriculture qui a les mêmes pouvoirs qu'une structure sous tutelle. Si on avait créé un ministère chargé des cultures vivrières, moi j'aurais compris. Mais tu crées un ministère et puis une structure et les pouvoirs du ministre sont les pouvoirs de sa structure sous tutelle. On a fait une stratégie qui était bien faite. Développement de l'agriculture. On devait être autorisé en 2018. On a prolongé en 2020. Maintenant on est en 2023, peut-être 2025. Mais la stratégie n'a pas été financée. La stratégie, c'est une conceptualité bien conçue. Elle n'a pas été financée. On a voulu que ce soit le privé qui finance la stratégie. Or, le privé ne va pas faire des investissements lourds qui ne lui rapportent pas. Pour faire un barrage, pour faire des aménagements de bas-fonds, ce n'est pas le privé. C'est l'État. La Côte d'Ivoire, sur le PDCI, il y avait 482 aménagements et barrages dans le secteur agro-industriel. Tout a été laissé en route. Donc, l'Ivoirien doit être pessimiste, doit craindre pour le futur. Non, le PDCI vient au pouvoir bientôt, on va régler tout ça là. Non, on va dire que le développement, on va régler ça. La politique de développement rural est un échec. Je pense que vous êtes gentil en disant que c'est un échec. C'est un fiasco. Ah bon? Ce ne serait pas trop dit? Du monde rural, je pense que le ministre actuel même ne dira pas que c'est une réussite. Il vient de prendre la chose en main, il sait l'ampleur. J'étais au ministère, est-ce que... Mais je n'ai jamais été ministre. Nommez-moi ministre, vous verrez bien. Avec Béni au pouvoir, on va faire avancer les choses. Monsieur Bredimi, un appel ou bien votre mot de fin? L'appel que je voulais lancer, c'est d'abord aux militants du PDCI et de vos sympathisants. Gardons le cap, on a des objectifs tellement importants que je pense qu'on doit se passer de ces petites querelles et aller de l'avant. Deuxième appel, c'est par rapport aux jeunes de ce pays qui n'ont pas connu le PDCI-RDA. Si vous voulez être quelqu'un de bien formé comme moi, comme même ceux qui sont RHDP bien formés, il n'y a que le PDCI-RDA qui peut le faire. Si vous voulez avoir rêvé d'un avenir pour vous-même en tant qu'entrepreneur, en tant qu'agro-entrepreneur, en tant qu'opérateur, en tant que grand commerçant, en tant que grand professeur, qui dans toutes les instances internationales peut bien s'exprimer, le PDCI-RDA est là pour vous. Et vous n'avez pas connu peut-être le PDCI-RDA, vous les jeunes, mais vous avez connu les deux pouvoirs qui sont cités, mais vous avez aussi connu les réalisations du PDCI-RDA en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructures, en termes de répartition de la richesse, en termes de programmes de décentralisation. Vous avez les fêtes tournantes, etc., le développement dans la commune, etc. Ça, c'est le PDCI-RDA. Et c'est le programme fondamental sur lequel le président Bédié tient. C'est pourquoi, vous avez vu, chaque fois qu'il met un comité en place ou une structure en place, il met toujours quelqu'un en charge du monde paysan et du monde rural. Ça, les gens doivent comprendre ça, que c'est par là-bas que part la richesse et c'est là-bas qu'on doit terminer la distribution de la richesse. Donc, donnez la chance au PDCI-RDA de revenir. Rejoignez-nous dans ce combat parce que c'est pour vous qu'on fait ce combat. Pour les femmes que vous êtes, vous savez que le PDCI-RDA, et on a toujours compté sur la barre des femmes. Et je pense que notre mission, c'est de réduire la pauvreté. Et quand on réduit la pauvreté, on réduit la peine des femmes. Parce que c'est les femmes qui sont nos mamans, qui sont nos épouses. Et quand il y a les crises, l'eau, l'électricité, la pauvreté, c'est elles qui souffrent le plus. Et nous sommes là pour réduire vos peines, parce que les enfants vont trouver du travail, parce que la pénibilité de la vie va être diminuée, la pauvreté va être diminuée, et vous serez plus heureuse à côté de vos maris et vos fils. Et c'est cela le PDCI-RDA, le parti de la prospérité, du partage, de la paix et de l'équité sociale. Merci honorable d'avoir accepté notre invitation. Nous avons apprécié ce fort moment d'échange. Merci à vous.
Merci Jérôme. Merci Vénance. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre. Restez connectés sur PDCI TV et à très bientôt avec un prochain invité. Bonsoir.